Bon alors le concept pour l'émission dont je t'ai parlé, vu qu'on a un musée et qu'on a plein de choses dedans, mais que personne ne vient dans ce musée, j'ai pensé que je pouvais présenter les jeux vidéo du musée dans une émission sur YouTube en racontant des histoires par-dessus. Alors je connais pas YouTube, mais fais ce que tu veux, j'ai des trucs à faire. Yes! Et du coup c'est quoi le premier jeu? On va commencer par le tout premier Final Fantasy. Ah oui, celui avec Cloud, un classique. Exact... Bah non. Bonjour et bienvenue tout le monde dans le Laniakea Museum. Dans cette émission on va parler de beaucoup de choses, toujours avec un prisme parlant du jeu vidéo. Et donc pour ce premier épisode on va parler du tout premier Final Fantasy, qui n'est pas celui avec Cloud, parce que oui, en Europe, le premier Final Fantasy auquel on a eu droit, c'est bien Final Fantasy VII. Peut-être le Final Fantasy le plus connu, celui avec Cloud. Mais comme le chiffre 7 du titre l'indique, il y en a eu 6 avant, qui n'étaient alors pas sortis en Europe à ce moment-là, mais qui existent bel et bien. Le vrai Final Fantasy 1 est sorti lui au Japon en 1987, soit un an après le légendaire The Legend of Zelda. Mais depuis, les 6 premiers Final Fantasy sont quand même ressortis dans des collections aux États-Unis, en Europe, notamment l'excellente Pixel Remastered Collection, celle sur laquelle je vais vous présenter le jeu aujourd'hui, parce que beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à record, et surtout beaucoup plus beau, avec des musiques refaites et tout ça. Bon, bah c'est un remastered quoi. Ok, du coup c'est le vrai premier. Je connais pas du tout. Pas de problème, je vais tout vous présenter. Pour commencer, il faudra choisir les 4 membres de son équipe. On a le choix entre plusieurs classes, mais il faut en choisir 4. On a le choix entre guerrier, moine, mage blanc, mage noir, mage rouge et voleur. Et fait intéressant, on peut choisir le nom de nos personnages. Je vous présente donc l'équipe qu'on va suivre aujourd'hui. Un guerrier nommé Aiden, un moine nommé Scott, un mage noir nommé Oscar, et une mage blanche nommée Wanda. Une fois l'équipe constituée, on peut alors commencer l'aventure. On nous présente une terre désolée. La mer se vide, le vent s'est arrêté, bref, c'est pas fou. Mais les habitants gardent espoir parce qu'il existe une prophétie, la prophétie de Lucan. Devant les ténèbres, 4 guerriers de lumière se dresseront. Et ça tombe bien parce que 4 jeunes aventuriers arrivent justement au château de Cornelia, tenant chacun un cristal dans la main. Nos 4 aventuriers arrivent devant le roi qui cherche désespérément les héros de la légende, les guerriers de lumière. Et en voyant que notre équipe tient des cristaux, il se dit que c'est peut-être nous. Mais pour en être bien sûr, il décide de nous confier une mission un peu plus personnelle que sauver le monde. Il nous demande de sauver sa fille, la princesse Sarah. Oui, comme le dessin animé. La princesse est donc faite enlever par Garland, un ancien chevalier du royaume. Du coup, pas de temps à perdre, nos 4 héros foncent vers le nord de Cornelia. Ils tombent sur un pont qui est cassé et surtout sur une espèce de temple. Sauf que le temps d'arriver à ce temple, ils tombent d'un coup sur des loups qui les attaquent bien évidemment. Oh non, ne me dis pas que... Et si, non. Les combats sont sous forme de rencontres aléatoires. Non! Et oui, comme beaucoup de RPG de l'époque, on ne voit pas les ennemis sur la carte. On se balade et d'un coup, un combat se lance. Sauf que là où dans Pokémon, les combats aléatoires ne sont que dans les hautes herbes ou dans les grottes, là c'est partout dans la map, dans les grottes, dans les donjons, il n'y a que dans les villes où il n'y a pas de rencontres aléatoires. Ok, c'est vraiment le pire système de rencontre pour les combats, manquerait plus que ce soit du tour par tour en plus. Tout à fait, en parlant de ça... Ah non, et oui, encore une fois comme beaucoup de jeux de l'époque, les combats sont en tour par tour, comme Pokémon par exemple. Ce qui requiert stratégie, préparation et anticipation, plutôt que skill, réflexe et rapidité dans un RPG moderne. C'est pas un système de combat qui est forcément moins bien, mais c'est différent. Enfin bref, voilà pour les combats du jeu. Revenons-en à nos héros, qui sont donc contre des loups, sauf qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être acheter des armes, des armures, des choses comme ça, avant d'aller essayer de sauver la princesse. Du coup, après avoir difficilement battu les loups et après avoir fait du shopping à Cornelia, ça y est, on est fin prêt pour aller sauver la princesse Sarah. C'est donc au nord de Cornelia que se dresse le temple du chaos. Et pour un premier donjon, il est vraiment très court. Pas de sous-sol, pas d'étage, juste des coffres, des monstres et une salle. Donc après avoir battu énormément de
monstre et ouvert tous les coffres, nos héros se décident de rentrer dans la seule salle qu'il y a au centre du temple. Et là, elle tombe sur Garland et Sarah. Garland explique alors qu'il veut tout simplement le royaume en échange de la fille du roi. Nos héros refusent évidemment et du coup, ils nous attaquent. C'est le tout premier boss du jeu et comme tous les boss du jeu, il a une musique différente des combats de base. Et évidemment, il a plus de points de vie, mais ça, on ne le voit pas dans ce jeu, vu qu'il n'y a pas la barre de vie des monstres. Ce qui est un concept vraiment bizarre, surtout vers la fin du jeu où les combats vont s'éterniser, on se demande si on arrive à leur faire des dégâts. Mais là, ça va, il reste facile à battre, c'est que le premier boss. Donc on le bat, on sauve Sarah et on la ramène au château. Le roi nous remercie, il nous considère alors comme les vrais guerriers de la lumière et nous raconte le reste de la prophétie. Devant les ténèbres, les 4 guerriers de lumière se dresseront. Si ils ne restaurent pas l'éclat des 4 cristaux, les ténèbres emporteront tout. De leur réussite dépendra le salut du monde entier. Donc voilà, maintenant nos 4 personnages ont un peu la pression, je pense. Et Sarah, elle nous remercie en nous donnant un luth. Le roi décide alors de réparer le pont du nord, étant donné que c'est le seul moyen d'accéder au reste du continent. Et du coup, maintenant on a accès à toute la carte qui est en fait immense. Le monde de Final Fantasy 1 est composé de 3 continents. Nous, depuis le début du jeu, on est là. Grâce au pont réparé, on a accès à tout le reste du continent du sud. Mais pour ce qui est des 2 autres continents au nord, pour l'instant, on n'a aucun moyen d'accès. En tout cas, maintenant, on a une réputation, une quête, un monde à explorer et surtout un luth. Et oui, même si on a déjà sauvé la princesse, ce qui à l'époque était souvent l'objectif final d'un RPG, là c'est seulement à partir de maintenant que l'aventure commence vraiment. Mais d'abord, je vais faire une petite pause. Quoi? Non, moi je veux la suite, on vient à peine de rentrer dans le monde. Non, non, oui, je vais continuer, mais laisse-moi 2 minutes de pause. Je vais faire quoi moi en attendant? Mais non, le truc de fou. Ok, on est reparti. Allons-y. Et donc voilà, maintenant qu'on est complètement libre de nos mouvements, on ne sait pas vraiment où aller. Du coup, nos héros avancent un peu au pif et tombent sur une grotte, où dedans habite une certaine Matoya qui a perdu son œil de cristal. Mais rien de plus à faire pour le moment ici. Le périple continue donc vers une ville, la ville de Pravoka qui est attaquée par les pirates à ce moment-là. Évidemment, les héros que nous sommes vont libérer cette ville en s'attaquant à Bic, leur capitaine, qui envoie des pirates se battre à sa place et oh mon dieu ils sont 9. Oui parce que j'ai pas dit ça, mais le nombre d'ennemis en combat varie de 1 à 9. Ce qui est vraiment beaucoup, hein. Quand il y a 9 ennemis, c'est vraiment chaud. Bon, pas là parce que là ils sont assez simples à battre, mais plus tard dans le jeu ça sera vraiment compliqué. Du coup, évidemment, on les bat, on libère la ville. Bic, pour être épargné, nous donne un bateau, avec lequel du coup on a accès à la mer. Mais par contre, on peut aller dans l'eau qu'à partir d'un port et accoster seulement à un autre port. Et ça tombe bien parce qu'il y en a un juste en dessous de la ville. Mais avant de partir sur les mers, un petit peu de shopping. Alors vraiment un petit peu parce que tout coûte super cher dans le jeu, et à ce stade-là du jeu, on n'est pas encore super riche. Mais au moins, en parlant à tout le monde, nos héros apprennent grâce à un PNJ que la nation des elfes est de l'autre côté de la mer. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que je commence à prendre des notes moi sur le jeu, parce que je sens bien que le jeu va nous demander de faire plusieurs allers-retours pour ramener des quêtes. Donc Matoya a perdu son œil de cristal et la nation des elfes est de l'autre côté de la mer. Eh bien allons-y, grâce au bateau traversons la mer et allons de l'autre côté pour découvrir qu'effectivement il y a bien les elfes. Après une courte visite du village, on apprend que le prince des elfes est en fait endormi depuis maintenant des années. Et aussi dans le cimetière il y a la tombe de Link. Quoi? Alors oui, dans la version originale sur NES, c'est la tombe d'Erdrick. Ah, Erdrick. C'est qui? Erdrick, c'est le nom du héros du premier Dragon Quest sorti en 86. Dragon Quest, à l'époque, c'était le grand concurrent de Final Fantasy dès leur premier opus. Ce n'est que dans le remake que la tombe est devenue celle de Link, héros de The Legend of Zelda évidemment, petit tacle au concurrent quoi. Mais je comprends pas, Final Fantasy c'est Square Enix, et Dragon Quest c'est aussi Square Enix. Du coup ils sont pas du tout concurrents. Alors, tout est juste, sauf que pas à l'époque. Pour faire simple, à l'époque, Final Fantasy c'était le studio Square, alors que le studio derrière Dragon Quest c'était Enix. Et les deux sociétés étaient les plus grandes concurrentes en matière de RPG. Avec leurs 2 licences phares, ils se sont fait la guerre pendant des années et des années, jusqu'en 2003, où le studio Square n'est plus vraiment en forme, et ils sont obligés, pour survivre, de fusionner à Enix, créant tout simplement Square Enix. Et du coup, c'est pour ça que depuis 2003, les 2 licences sont sous le même drapeau, mais à l'époque, pas du tout. Ah, mais du coup, Link, il est mort? Alors non, c'est un easter egg quoi. Ouf, je suis rassuré. Et le prince dans tout ça? Eh bien le prince dans tout ça, il est très mal. Nos 4 héros se sont en effet rendus dans le château des elfes et ont appris là-bas qu'apparemment la personne qui a endormi le prince n'est nul autre que Astos. Il faut donc le retrouver pour lui demander un remède. Et on arrive au premier moment où nos 4 héros sont vraiment perdus. Ils ont beau retourner dans tous les villages et châteaux, explorer toute la carte, ils ne trouvent ni Astos ni remède. Mais t'es allé au nord-ouest de chez les elfes? Non.
C'est vrai ça. Effectivement, au nord de chez les elfes, il y a un château, en ruine. Mais dans ce château, il y a un roi. Un roi qui nous explique que Astos s'est joué de lui et qui lui a volé sa couronne, et que sans sa couronne, il peut pas faire revenir son château en état normal. On est donc de retour, motivés comme jamais, il nous faut retrouver cette couronne. Nos compagnons descendent donc vers le sud, où ils tombent sur une grotte, les galeries du marais. Et cet endroit, c'est l'enfer. On descend de sous-sol en sous-sol en sous-sol, avec des rencontres aléatoires tous les 3 mètres, pour au final arriver au dernier étage, où il y a près d'une vingtaine de salles qu'il faut tout explorer pour ouvrir chaque coffre qu'il y a dans chaque salle pour peut-être trouver la couronne. Sachant qu'évidemment, durant toute cette exploration de toutes ces salles, il y a toujours les rencontres aléatoires tous les 3 mètres. Mais nos héros n'en démordent pas. Ils cherchent dans chaque recoin de cet étage, ouvrent chaque porte, rencontrent chaque ennemi, arrivent à battre chaque ennemi. Mais il y a de plus en plus d'ennemis, et encore plus. Et il y a des ennemis qui empoisonnent, et c'est la première fois qu'un des guerriers de lumière périt au combat. Genre, c'est la première fois que tu perds un perso depuis le début. Oui, oui. C'est la première fois, c'est pour le storytelling. C'est pour le storytelling. Bref, reprenons. Et là, c'est pas comme dans Pokémon, il n'y a pas de rappel. Enfin, si, mais là, on en a pas. Du coup, direction le centre Pokémon. Enfin, l'église dans ce jeu. Et la plus grosse différence avec Pokémon, c'est que là, il faut payer. Et en plus, c'est cher. Enfin, au début du jeu, ça va, mais plus vous avancez dans le jeu, plus c'est cher. Imaginez seulement qu'à chaque fois que vous vouliez soigner un Pokémon, il faille payer. On est d'accord, ça serait super chiant. Bref, ils ont finalement réussi, mais ce qui est sûr, c'est que je retournerai jamais dans cette grotte de l'enfer. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'autres endroits à explorer pour trouver cette couronne, du coup on est encore bloqué. Bah après il reste toujours le mont du Ergar. Le mont quoi? Le mont du Ergar, chez les nains. Alors déjà, pourquoi tu m'en parles que maintenant? Et surtout, comment tu connais ça? Tu connaissais même pas l'existence de ce jeu au début de la vidéo. J'ai mes secrets. Ok, bizarre. Mais oui, effectivement j'ai encore un village à explorer. Le village des nains. Alors pas grand chose à faire là-bas pour le moment. Un des nains est un forgeron, mais il demande de l'adamantine pour forger une épée de fou. Sauf que je l'ai pas, l'adamantine. Du coup je note. Et je note aussi que un autre nain demande de la dynamite et qu'apparemment il y en a dans le château. Sauf que selon mes notes toujours, le château j'ai déjà tout exploré, à part une salle où il fallait une clé spéciale, une clé qui appartient visiblement au prince des elfes, mais vu qu'il dort toujours, ben j'ai pas accès. Et enfin, un des nains nous révèle une information importante, il nous dit tout simplement qui a volé l'œil de cristal de Matoya. Et c'est Astos, tout semble lié à Astos, il va falloir qu'on le retrouve. Ok, laisse-moi faire. Je résume. On a actuellement plusieurs objectifs. Réveiller le prince des elfes, retrouver l'œil de cristal de Matoya, retrouver la dynamite au château et retrouver la couronne pour le roi du château en ruine. Il y a aussi le forgeron, mais ça c'est juste une épée donc on peut passer. Et au niveau exploration, on a tout fait sauf cette petite grotte. Donc on doit faire quoi d'abord? Déjà pour la dynamite, il faut la clé du prince. Donc c'est pas ça. Le prince Matoya et la couronne sont liés à Astos. Pour Matoya, il faut retrouver Astos pour lui reprendre son œil de cristal. Pour le prince, ma théorie c'est que c'est Matoya qui va nous faire le remède quand on lui aura rendu son œil. Ce qui nous laisse comme objectif la couronne et la localisation, les galeries du marais. Oh non, va falloir que je me prépare bien. En effet, c'est le moment d'affronter mon passé. Mon passé d'il y a à peine 10 minutes certes, mais mon passé quand même. Et après avoir longuement farmé et acheté un max d'objets, me revoilà devant la porte de l'enfer. Oh shit, here we go again. Et voilà, j'ouvre enfin le coffre qui contenait la couronne. Direction le château en ruine pour la rendre au roi, qui, surprise, était en fait Astos depuis le début. Du coup, évidemment, nos héros le défoncent. On récupère donc l'œil de cristal qu'on amène à Matoya qui nous donne le remède qu'on amène au prince pour enfin le libérer de son sommeil. Et finalement, on récupère donc cette clé spéciale. Après tout ce temps, on est débloqué.
Oui. Vous faites quoi là? Une vidéo pour YouTube, parce que je me suis dit c'est dommage d'avoir autant de choses dans ce musée et de pouvoir les montrer à personne parce que personne ne vient. Ouais, ça c'est pas faux. Et toi sinon tu fais quoi? Alors en fait dans la réserve on a trouvé un plan pour construire quelque chose. Alors on sait pas encore ce que c'est mais du coup on y travaille avec Chief. Je peux aider? Non t'inquiète, pas besoin, faites votre truc, je pense que c'est mieux. Tout à fait. Et en plus on a de nouveaux horizons à découvrir. Du coup, maintenant qu'on a la clé spéciale, on a accès à la dernière salle du château de Cornelia, où on trouve de la dynamite. On retourne donc chez les nains et on donne la dynamite aux nains qui nous le demandaient. Et là on fait sauter les souterrains tout simplement, libérant un passage à la surface, donnant accès au grand océan qui entoure le continent du Sud. Et on a aussi par la même occasion accès à une nouvelle ville, Melmond, qui est totalement désolée. On apprend que tout ça c'est à cause d'un vampire qui vit dans une grotte au sud de Melmond. Du coup évidemment nos héros n'ont peur de rien et vont dans cette grotte. Ils descendent tous les sous-sols, battent tous les ennemis et arrivent à ce vampire. Le vampire qui nous parle d'un certain sceau qui veut nous empêcher de briser et il nous attaque finalement, mais évidemment nos 4 guerriers de la lumière le battent facilement, mais il se passe rien. On gagne un rubis étoilé, on a accès à une dalle de pierre mais il n'y a rien d'autre à faire. T'as essayé d'amener le rubis au géant? Où ça? À l'ouest de Melmond. Faudra quand même que tu m'expliques un jour comment tu sais tout ça. Il faut effectivement donner le rubis au géant qui vit à l'ouest de Melmond, qui nous laisse donc passer et on a accès à l'antre du sage. Sage qui nous explique que le vampire n'était qu'un sbire et que le vrai démon vit plus profondément dans la grotte. Et il nous donne un bâton tellurique. Et donc on est reparti pour refaire toute la grotte entièrement, sauf que cette fois-ci, arrivé à la dalle en pierre, on peut utiliser le bâton tellurique qui nous donne accès à la suite. Et donc il faut faire toute la suite, faire encore plein d'étages, plein d'ennemis, plein de rencontres aléatoires. Et là, enfin, on tombe sur le cristal de la Terre. Un des 4 cristaux qu'il nous faut raviver. Devant lui, Lich, le démon de la Terre. Et à ce moment-là, notre ennemi. Le combat est franchement beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, mais on arrive finalement à y venir à bout et à sauver le cristal de la Terre. Maintenant, on part pour la grande traversée de tout le bas de la map en bateau pour rejoindre un port tout à l'est. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne suis pas allé dans les 2 continents du Nord. Eh bien, j'ai essayé, mais il n'y a aucun port pour y accoster. On ne peut donc pas y aller en bateau. Donc retour à l'est, on accoste à une nouvelle ville, la cité du Croissant, autrement appelée la France. Et c'est très sympathique par rapport à Melmond et la grotte horrible qui est en dessous. J'espère qu'à partir de là, la suite sera un peu plus simple. Oui, bon, j'avais pas trop d'espoir en même temps. Donc, la Cité du Croissant. Ce qui est marrant avec la Cité du Croissant, c'est que dans la forêt d'à côté, il y a une secte. Bon, non, évidemment, en vrai, c'est juste le fameux Lucan, celui qui a créé la prophétie du début. Et tous ses collègues, quoi. On peut leur parler, ils nous racontent un petit peu le lore des démons qu'on doit combattre, leur histoire. On apprend notamment que notre combat contre le démon de la Terre a réveillé le démon du feu 200 ans trop tôt. Du coup, il faut qu'on l'arrête aussi. Et du coup, il nous donne un canoë qui va nous servir à naviguer sur les fleuves. Et donc, direction le mont Gulg. Et là, faut que je vous explique quelque chose. Les galeries du Marais, la grotte de la Terre, ce n'est rien face au mont Gulg. C'est le véritable enfer. Pourquoi? Pour 3 raisons. C'est un labyrinthe immense avec du sol en feu qui fait mal du coup. Il y a énormément de mobs comme d'habitude, mais beaucoup trop haut level cette fois. Et il y a un nombre de coffres beaucoup trop hallucinant. Alors on pourrait ignorer les coffres, mais c'est mieux de les récupérer quand même. Et donc, un enfer plus tard, on est enfin face à Marilis, la démon du feu, qui est compliquée à battre, mais faisable. Beaucoup plus que Lich. C'est pour le coup un très bon combat, équilibré et tout, c'est parfait. Et donc on sauve le cristal du feu, 2 sur 4, on avance vite en vrai. Et donc on commence à être un peu limite en exploration, on peut toujours pas aller dans les 2 continents du Nord, mais il nous reste quand même une grotte au-dessus du mont Gulg, donc allons-y. Et donc après le feu, la glace. Mais il n'y a pas de cristal de glace à sauver, donc c'est pas ça qu'on vient chercher. Et là c'est un peu chiant, faut jouer avec le fait que la glace s'écroule pour passer à l'étage d'en dessous, mais faut faire ça que aux bons endroits pour pas arriver tout en bas, mais arriver au bon étage, pour finalement avoir l'aérolite. Certains PNJ nous en avaient parlé un peu plus tôt dans le jeu, c'est une pierre qu'il peut faire voler. Mais voler quoi, ça on sait pas encore. De toute façon, il ne reste plus qu'un seul endroit à explorer sur tout le continent du Sud. Et pour cause, on n'y est pas allé, c'est un endroit où il n'y a rien à part du sable. Mais maintenant qu'on a l'aérolite, si on s'y rend, un bateau volant en sort. Et là, c'est incroyable. Déjà quand on vole, la map est en 3D, enfin une sorte de 3D évidemment, on est toujours en 2D. On peut aller partout sur la map et se poser un peu partout, enfin sur les plaines en fait. Pas sur les montagnes, pas dans les forêts, mais sur les plaines qui sont quand même relativement nombreuses. Notamment pour tout le continent du Sud, c'est beaucoup plus simple maintenant d'aller d'une ville à l'autre, beaucoup plus rapide. Mais surtout, il n'y a pas de rencontres aléatoires dans le ciel. Parce que oui, même en bateau, il y en a, mais pas dans les airs. Mais c'est pas le moment de rêver, direction les continents du Nord.
Et c'est là qu'on voit que le jeu est bien fait, parce que dans les continents du Nord, il n'y a pas tellement de plaines où on peut se poser. Donc on sait où il faut aller. Nos héros se dirigent donc vers un archipel où il y a plein de grottes, dans lesquelles ils rencontreront Salamèche, plus Reptincelle en vrai. Ouais, c'est pas faux. Du coup, Reptincelle, c'est en fait un dragon. On est au village des dragons. Alors moi évidemment, réflexe de RPG, je me prépare au combat, mais non, ce sont des dragons pacifistes. Il m'explique même que autrefois, les dragons et les humains vivaient en paix. Alors du coup, je vois pas trop en quoi c'est différent d'aujourd'hui, vu que là, le village a l'air en paix avec les humains. Mais bref, il me parle aussi d'une certaine marque de courage, et de Bahamut, leur roi. Et j'ai pas joué à beaucoup de Final Fantasy, mais j'ai joué à Final Fantasy XIV, donc Bahamut, je connais, et ça fait peur. Et effectivement, je tombe sur ce fameux Bahamut, mais ça va, là, dans ce jeu, il est sympa, et il me demande une marque de courage pour une récompense, mais je sais pas ce que c'est, et j'ai pas de marque de courage. Donc de retour au bateau volant, et direction l'Est. Et là, il y a un enchaînement de péripéties, donc je résume. On arrive à un village tout à l'Est où il y a une fée, sauf qu'il n'y a plus la fée, parce qu'elle aurait été vendue à une certaine caravane. Deuxième village tout à l'Ouest, cette fois-ci, on apprend que la caravane est dans le désert, et aussi qu'il nous faut de l'oxygène pour respirer sous l'eau, et qu'au nord, il y aurait une caverne avec quelque chose qui brille dedans. Du coup, direction le désert à côté pour trouver la caravane, sauf qu'il n'y a rien. Pourquoi? Tout simplement parce que la caravane est invisible. Il faut marcher dessus au pif, mais bon, vu que je suis trop fort, je l'ai trouvé direct. On récupère donc la fée, on la ramène à son village, et elle nous donne l'oxygène en récompense. On peut donc aller sous l'eau, mais d'abord allons dans la grotte au nord pour voir ce qui brillait dedans. On trouve donc un roc stellaire, je sais pas ce que c'est, mais au moins on l'a. Maintenant direction sous l'océan pour le troisième donjon, le palais englouti, qui est le temple de... Oh non, le temple de l'eau. Je sais que c'est dur, mais il y en a dans presque tous les jeux. Ça peut pas être aussi terrible que dans Ocarina of Time. Ok, tu m'as motivé, je tente. Et game over. Ah, oui, essai, après essai, nos 4 héros n'y arrivent tout simplement pas. Ils n'ont pas encore le niveau. Ben, en vrai, améliore tes persos, non? Et allez, encore un de tes secrets que tu sors de je ne sais où. Alors que je le rappelle encore, tu ne connaissais pas le jeu il y a 30 minutes. Mais surtout, il t'est pas venu à l'esprit de m'en parler avant de voir mon équipe se faire tuer en boucle et en boucle. Qui plus est dans un temple de l'eau, créant par là même un nouveau traumatisme sur le mot temple de l'eau qui commence à être vraiment dur psychologiquement. Non mais c'est juste je voulais pas backseat quoi. Vas-y, amélioration de perso. Bon, tu vois Bahamut, il te demande une preuve de courage. Bah si tu vas dans un donjon que t'as loupé, à la fin tu gagnes une queue de rat. Et ben c'est la preuve de courage que te demande Bahamut. Si tu lui ramènes, il conférera des nouveaux titres à tes héros dignes de leur valeur. En effet, Bahamut transforme nos personnages. Aiden le guerrier devient un paladin, Scott le moine devient un maître, Oscar le mage noir devient un sage noir, et Wanda la mage blanche devient une sage blanche. Et ils sont trop stylés. Mais surtout maintenant ils sont fin prêts. On est fin prêt pour affronter le temple de l'eau et aussi par la même occasion finir le jeu. Donc de retour au temple de l'eau, cette fois on lui roule dessus. On arrive donc à Kraken, le troisième boss, et on le bat évidemment, rétablissant le cristal de l'eau, sauvant les sirènes. Mais en tout cas on récupère notamment la pierre Rosetta, et je sais pas à quoi elle va servir, mais on verra, en tout cas on l'a aussi, et du coup on peut s'en aller. À ce moment là d'ailleurs, nos héros se rendent compte qu'il leur reste une zone à explorer. Et dans cette zone il y a un village, sauf qu'on comprend rien à ce que les villageois disent. Dis rien, je vais trouver. Bon, quels sont les objets de quête inutilisés? Le luth? Non, je vois pas trop ce qu'on pourrait en faire ici. La pierre Rosetta peut-être? Après tout, je ne sais pas ce que c'est. Si seulement je pouvais trouver un truc pour comprendre ce qu'ils me disent. Actually, they say find the Rosetta Stone. Attends, t'as compris ce qu'ils ont dit? Yeah, I'm pretty good for this kind of thing. Ce genre de choses, genre comprendre les langues? Exactly. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'explique aux gens. Lui, il ne parle qu'anglais, parfois avec des fautes, on sait pas trop pourquoi. Yeah, you know, it's because I'm from the past. And English changed a lot since. Oui, c'est ça. Enfin bref. La pierre Rosetta, je l'ai. Pourquoi ça marche pas du coup? Eh bien tout simplement parce qu'il fallait trouver une personne pour la déchiffrer. Oui, et en plus cette personne est à Melmond. Vous vous souvenez du village avec le vampire il y a 2h30? On donne donc la pierre à Une, qui comprend donc la langue des Luféniens, et il nous l'apprend. Du coup maintenant on peut comprendre les Luféniens, les descendants de peuples qui avaient apparemment conquis les étoiles. Il nous parle même d'un certain bateau qui peut voler, le nôtre j'imagine, construit par un certain Cid. Et là aussi si vous avez joué à d'autres Final Fantasy dont le 14, ça vous dit sûrement quelque chose. Mais surtout, on apprend qu'il y a un château dans le ciel. Au-dessus de la tour Mirage, une tour qui a en plein milieu d'un immense désert, et on nous donne le carillon pour ouvrir la tour Mirage. On a donc une nouvelle destination. Oh, if you asked me, I would have tell you. I know that. Et oui, vu que tu comprends le lufénien. Arrivé en bas de la tour Mirage, c'est une plutôt courte ascension qui nous attend à vrai dire. Et une fois en haut, on rencontre un gardien qui nous explique qu'il faut le roc stellaire pour pouvoir monter dans le ciel. Et ça tombe bien, on l'a récupéré dans la grotte il y a quelques minutes. Heureusement parce que je me voyais pas
pas faire demi-tour, aller chercher le roc à l'autre bout de la carte, revenir et refaire la tour. Donc let's go la forteresse volante, le 4e donjon, qui est super court par rapport aux autres en vrai. Ça commence à se sentir que les devs étaient sur la fin, qu'ils avaient moins d'idées ou qu'ils voulaient finir avec le jeu. Néanmoins, on trouve quand même l'adamantine qu'on cherche depuis presque le début, et on peut observer le monde de là-haut. Et d'en haut, du coup, on voit que les 4 forces des 4 cristaux semblent converger vers un point au centre de la carte, qui se trouve être le temple du chaos, le tout premier temple du tout début du jeu. Donc on bat Tiamat, le démon du vent, en 2 spies, on rétablit le cristal du vent, on redescend et direction le temple du chaos, on n'a plus 1 minute à perdre. Arrivé au temple du chaos, on utilise les cristaux et là, le passé et l'avenir se replient sur eux-mêmes, ouvrant un portail spatio-temporel devant nous, nous amenons 2000 ans en arrière. Oui, rien que ça, le dernier donjon est donc à nous, et en vrai, il est un peu chiant. Beaucoup de cul-de-sac, beaucoup de coffres à choper, beaucoup de rencontres aléatoires évidemment, mais sinon, point positif, on utilise enfin le loot qu'on a depuis le tout début. Pour ouvrir des passages, et on recombat les 4 démons qu'on a battus déjà, les 4 boss, parce que oui, on est 2000 ans dans le passé, donc on les a pas encore battus. Sauf que maintenant qu'on est trop fort, on les défonce évidemment, plus rien ne peut nous arrêter, on arrive au bout du donjon, et là, Garland. Oui, le chevalier qui avait kidnappé la princesse Sarah au tout début du jeu, le tout premier boss qu'on a battu, il est là, 2000 ans dans le passé. Attends, mais comment c'est possible? Ah, t'es de retour toi? Ouais, en fait j'ai suivi toute la vidéo depuis la salle des caméras. Ah ouais, en mode Among Us quoi. Alors c'est marrant parce que je connais pas non plus, mais en fait je voulais juste savoir si vous disiez des conneries. Et après je me suis pris pour l'histoire et là Garland est mort il y a 2000 ans dans le futur. Donc 2000 ans avant il était même pas né. Comment c'est possible? Eh bien justement il explique. Garland a été envoyé 2000 ans dans le passé juste avant qu'il ne meure par les 4 démons utilisant les 4 cristaux. Et lui une fois dans le passé il les a envoyés dans le futur avant qu'il ne meure dans le passé pour qu'il puisse le renvoyer dans le passé, pour qu'il puisse les renvoyer dans le futur et etc etc. C'est une boucle temporelle. Le seul moyen de le vaincre c'est de le vaincre ici dans le passé. Et ça il le sait très bien. Du coup il se transforme en chaos. Et c'est parti pour le combat final. Ah et tu l'as battu easy du coup avec la puissance de ton équipe. Ok donc en fait tout le monde est là quoi. Bah c'est le final quoi. We couldn't miss the finale. Eh bien non, nos héros ne l'ont pas battu si facilement parce qu'il est super fort. Genre vraiment beaucoup plus fort que tous les ennemis du jeu. Il one-shot tous les personnages. Lui même si on peut pas le savoir il a 20 000 de points de vie. Et nos 4 guerriers font 300 de dégâts maximum. Même si Scott fait 3 de dégâts. Et en plus mon plus gros problème c'est que quand un de mes persos est KO, je peux le ressusciter mais que la moitié de sa vie. Du coup évidemment il se fait one shot avant que je puisse le soigner full life. Ah bon? Donc bon, 2h30 de combat à essayer de le battre, sachant que chaque essai c'est à peu près 3 minutes, mais un essai où j'arriverai à le battre ça durerait à peu près 10 minutes de combat sans pause évidemment, où il faut être concentré tout le long, où il faut jongler entre faire des dégâts, soigner notre équipe. Donc non, oui, je vais pas pouvoir le battre je pense. Ah, je sais comment être plus fort. Ah mais t'as un guide avec toi depuis le début, c'est pour ça que tu connaissais aussi bien le jeu. Écoute, on en parlera après, il te manque 2-3 trucs. Ok, dis-moi. Bon alors déjà, l'adamantine tu l'as pas amené au nain. Si tu l'amènes, il te forgera Excalibur, une des 2 meilleures épées du jeu. Mais c'est pas tout, et ça pour le coup tu pouvais pas le savoir. En fait il te manque les sorts les plus puissants du jeu. À Lufenia, la ville où fallait la pierre de Rosetta, bah si tu vas en haut à droite, ça te fait pas sortir du village comme habituellement, parce qu'en fait il continue, et là il y a des magasins de sorts, avec notamment le sort le plus puissant pour les sages noirs, et le sort qui permet de ressusciter full life pour les sages blancs. Ce qui est, on va pas se mentir, game changer. Ok, du coup, Aiden le paladin avec Excalibur, l'une des 2 épées les plus fortes du jeu. Scott le maître avec Masamune, l'autre des 2 épées les plus fortes du jeu. Oscar le sage noir avec le sort le plus puissant du jeu en attaque, et Wanda, la sage blanche, avec le sort le plus puissant du jeu en soin. Chaos est enfin vaincu. La boucle temporelle est enfin rompue, mais personne ne se souviendra de nos 4 guerriers de lumière. Vu que la boucle temporelle s'est brisée, le souvenir des habitants s'est effacé. Nos 4 héros, seuls alors à se souvenir, veillent sur la Terre pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus.
Pourquoi le nom Final Fantasy? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette saga de jeux vidéo s'appelle comme ça? En réalité, c'est comme souvent, il y a plusieurs interprétations. Une que j'aime bien, c'est que le studio Square était au bord de la faillite avant de faire Final Fantasy. Donc Final Fantasy était un peu leur dernière fantasy avant de fermer. Cette hypothèse est aujourd'hui pas considérée comme vraie, même si la base l'était probablement. Non, la vraie raison, comme l'explique Hironobu Sakaguchi, créateur de la saga, serait plutôt que Fantasy, ça va de soi, c'est un jeu dans le genre fantasy, et pour Final, il voulait juste que les initiales en fait du jeu fassent FF, tout simplement. Il a même dit que n'importe quel mot en F aurait fait l'affaire. Par exemple, un des titres proposés était Fighting Fantasy. Mais moi, j'ai ma propre interprétation du titre. Final Fantasy parce que c'est la quintessence des jeux de fantasy de cette époque. Le meilleur des meilleurs à sa sortie. Même si, en y réfléchissant, d'autres jeux fantasy à la sortie de Final Fantasy premier du nom, on a Dragon Quest évidemment, mais aussi Ys, The Legend of Zelda, et bon, Zelda 2 aussi, mais bon, on compte pas vraiment celui-là. Est-ce que Final Fantasy 1 est mieux que tous ces jeux? Non. Mais est-ce que niveau histoire, il arrive à leur niveau, ou même peut-être au-dessus pour certains? Ça, clairement. Mais même si le premier opus n'était peut-être pas le meilleur jeu fantasy de son époque, la formule s'est améliorée d'année en année, et c'est surtout avec les opus suivants que le nom prendra tout son sens. Chaque opus essaye d'être la quintessence de la fantasy de son époque. On a par exemple Final Fantasy 7 qui réussit ça avec brio, Final Fantasy 14 qui est peut-être le meilleur MMORPG de son époque, voire de tous les temps, mais ça c'est autre chose. Donc oui, la licence essaye d'être la fantasy finale à chaque nouvel opus, avec plus ou moins de succès, mais elle essaye de se renouveler à chaque fois, comme on peut le voir encore avec Final Fantasy XVI, et c'est pour ça que chaque Final Fantasy est unique. C'est vrai que celui que je connaissais, du coup FF7, était le meilleur RPG de sa génération. Oui, voilà, tout à fait. D'ailleurs, le fait que tu aies tout appris sur Final Fantasy 1 grâce à un guide, ça m'a un peu fait comprendre le principe du concept de mon émission, alors que c'est moi qui l'ai créé. Ah bon? En effet, cet épisode était surtout un pilote. Je savais pas encore comment j'allais faire mon émission. Mais maintenant, je sais, on va utiliser les connaissances qu'on a, les connaissances du musée, pour partager les plus grandes aventures, les plus grandes énigmes, les plus grands mystères, les plus belles et aussi les plus tristes histoires du jeu vidéo. Alors j'en suis, et je peux même aider pour trouver des sujets. Parfait, on va pouvoir donc commencer cette nouvelle aventure et voir où ça nous mène. C'est maintenant la fin de cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour parler d'un autre jeu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça aide beaucoup la chaîne. Merci de m'avoir écouté, c'était le Laniakea Museum, à la prochaine, salut!